Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je vais juste introduire un tout petit peu cette rencontre. On parle du progrès. Il y a un philosophe communiste qui s'appelait Gramsci qui disait que le combat culturel précédait toujours la bataille politique. Et on est en pleine primaire, on est en pleine élection présidentielle, on en entend parler tous les jours. Mais le combat d'idées, le débat d'idées, c'est aussi dans ce genre de lieu. Et donc je remercie François Bayrou de nous avoir conviés dans cette superbe ville de Pau pendant ces 3 jours pour discuter à la fois, comme tout à l'heure, des entreprises, mais aussi de dessin, de progrès scientifique, d'emploi, de politique, etc. Et donc, il y a, dans la notion de progrès, moi, il y a un sondage qui, je sais qu'il ne faut pas trop croire au sondage avec la primaire, ou avec M. Trump, et avec la chevauchée fantastique de François Fillon, qui deviendra peut-être notre nouveau président. 54% des Français pensaient en juin 2015 qu'ils vivaient moins bien que leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc c'est ça, le progrès social, économique ou scientifique fait qu'aujourd'hui, en réalité, une majorité de gens pensent qu'ils vivent moins bien que les générations qui les ont précédés. Et c'est là où le thème du progrès est primordial, important, et qu'il faut qu'on en débatte, parce que c'est pas une notion qui est neutre. Voilà, donc 2 petites parenthèses pour introduire. Aujourd'hui, on va parler du coup de la BD Les 3 fantômes de Tesla, avec Guilhem, le dessinateur. C'est moi. Qui est au milieu à côté de moi, et Richard Marazzano. Bonjour. Voilà, qui ont commis cette BD que je vous invite à acheter et à découvrir pour la modique somme de... C'est pas marqué. L'argent compte pas hein, pour ce genre de... L'argent ne compte pas. Faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir et faites plaisir autour de vous, c'est bientôt Noël. Voilà. Et voilà. Et donc j'aimerais qu'on discute un peu avec vous de votre travail, de la façon dont vous avez travaillé, de votre travail, de la façon dont vous avez travaillé, dont vous vous connaissez, et de cette histoire qui est assez incroyable. On ne va pas tout dévoiler, mais on parle beaucoup de progrès, notamment scientifique, dans cette BD. Et donc pour commencer, je voudrais que vous vous présentiez un peu l'un puis l'autre et que vous nous disiez un peu comment vous êtes connus et comment vous êtes amenés à travailler l'un avec l'autre. Oui, alors moi donc j'ai commencé ma carrière de dessinateur par le biais de la bande dessinée humoristique qui a déclenché ma vocation. Donc la bande dessinée jeunesse et humoristique parce que en tant que lecteur, moi j'ai découvert la bande dessinée par le biais des revues. Donc moi avec mon frère, nous étions abonnés, donc l'un à Spirou, l'autre à Tintin. Et il se trouve qu'on a tous les deux fini par devenir auteur de bande dessinée. Donc lui plutôt dans un premier temps dans le registre réaliste et moi dans un premier temps humoristique. Donc j'ai débuté dans Spirou moi en 1991 par la petite porte en illustrant des petits articles, des sommaires. Enfin bon voilà. Mon frère lui... À 17 ans quand même. Oui, à 17 ans, oui. Et mon frère, lui, a été accepté donc, à l'école de bande dessinée d'Angoulême. Donc c'était en 91 ou 92, quelque chose comme ça. Et moi, je commençais donc, ma carrière de dessinateur pour Spirou dans mon village d'origine, donc il y a un village du côté de Rodez. Et lui était monté à Angoulême et commençait donc par le biais de l'école de bande dessinée à se faire tout un tas de copains de sa génération qui eux aussi rêvaient d'être dessinateurs de bande dessinée. Donc moi j'étais un petit peu jaloux de ça et au bout d'un moment il m'a dit écoute t'es bête, t'as qu'à monter à Angoulême, je te présenterai à mes amis, voilà, donc tu bénéficieras toi aussi de l'engouement que procure l'école sans moi-même être étudiant quoi. Et c'est donc quand j'ai décidé de m'installer à Angoulême. Donc c'était en 92, ça, que quelques mois plus tard, j'ai rencontré Richard, qui était lui-même, à ce moment-là, étudiant à l'école des Beaux-Arts. Et vous gagnez un petit peu de sous avec ces premiers dessins ou pas suffisant pour en vivre? On ne gagne pas de sous avec la bande dessinée. Personne c'est ne gagne l'amour de de sous l'art qui nous motive. Dans un premier temps, ouais, non, j'ai passé quelques années à avoir des revenus assez médiocre, donc non, ça suffisait pas pour en vivre, mais là je bénéficiais quand même de l'appui financier de mes parents que je remercie beaucoup pour ça. Puis comme la plupart des auteurs qui ont été invités à ce festival, on fait partie des intellectuels précaires. Voilà. Exactement. Et donc Richard, vous Moi je faisais des études de sciences à Paris et j'ai été viré, je faisais des études de physique et d'astrophysique, donc j'ai été viré parce que j'étais pas très assidu en maths.
Et je me suis retrouvé aux Beaux-Arts d'Angoulême, où j'ai rencontré Guilhem par l'intermédiaire de son frère et des ateliers de camarades auteurs dans lesquels on s'automotivait à travailler ensemble, quoi. Voilà, donc on est amis depuis cette époque-là, donc depuis le début des années 90, quoi. Et depuis Voilà. cette époque-là, on a longtemps essayé à nos débuts, de monter des projets ensemble. Les éditeurs ont tout fait pour nous en empêcher. Voilà. Et on a fini par les subvertir. Et on a pris des pseudos, on s'est maquillé pour aller les voir pour le projet. Puis ils nous ont accepté le Bravo. projet. Et donc, alors, donc voilà, donc les 3 fantômes de Tesla, parus aux éditions Le Lombard. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette histoire et l'histoire, parce que vous allez la raconter mieux que moi. Moi, j'étais fasciné. J'ai lu ça il y a plusieurs jours et je l'ai relu tout à l'heure. Il y a des dessins absolument fabuleux, des histoires, on dit quoi, rétro-futuristes. Oui, ça se passe en 41, 42, Oui. et pendant la guerre. Oui. En fait, la genèse du projet, c'est que, bon, comme je l'ai dit, moi, je viens de la bande dessinée humoristique jeunesse. Et juste avant de me lancer dans ce projet-là, j'avais une série tout public chez Dupuis, donc, qui s'appelait Zarla. Il y a eu 5 tomes. Mais parallèlement à ça, germait de plus en plus profondément en moi l'envie de me frotter à un autre registre, un registre plus adulte, plus semi-réaliste au niveau du dessin. Et j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans cette démarche, quoi. Quelqu'un qui n'hésite pas à me dire quand je fais fausse route, qui pointe du doigt là où ça va pas. Et donc, naturellement, moi, j'ai pensé à quelqu'un comme Richard, quelqu'un avec qui j'étais ami depuis de nombreuses années, et qui puisse m'aider, en quelque sorte, à me métamorphoser en dessinateur plus réaliste. Voilà. Et donc, il nous fallait trouver un sujet qui nous plaise à tous les deux et qui soit catalyseur de nos différentes envies à l'un et à l'autre. Donc ça a duré plusieurs mois, et puis à ce moment-là, on a été amené plus ou moins contre notre volonté sur Tesla par le truchement de documents. Oui, voilà. Donc ce qui s'est passé, donc c'est une histoire assez extraordinaire. En fait, on a un vieil ami scénariste décédé et il nous a donné une enveloppe. Il nous a légué une enveloppe dans laquelle il y avait une clé et des documents écrits qui étaient visiblement une mise en bouche des documents qu'on allait découvrir en suivant le parcours que nous invitait à suivre cette clé. Et cette clé nous a mené à... La clé était dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, oui. Et nous a mené qu'il avait reçu d'un auteur américain qu'il avait lui-même récupéré dans les années 40. D'accord. Et en fait, cette clé nous menait à une consigne. C'était la clé d'une consigne de la Grand Central Station. Donc avec Guilhem, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir ce qu'il y a dans cette consigne, quoi. Et donc on est allé là-bas et on a ouvert. Il y avait une valise dans la consigne et on a. C'était à New York, c'est ça ? C'était à New York. Ouais, New York. Donc là, vous prenez. On avait notre camarade Alex Alice, voilà, on avait notre camarade Alex Alice qui était là-bas parce que sa femme travaillait à l'université, fait des recherches en philosophie. Donc elle était à la New York University, il nous a logé une semaine et on a découvert ces documents. Qu'on peut appeler aujourd'hui les Tesla Papers. Et voilà, il y a eu les Panama Papers, il y aura les Tesla Papers. Voilà, et donc qui révèlent tout un tas de l'histoire des années 40, totalement insoupçonnée. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si on peut la résumer en donc, quelques points après. En quelques mots, cette histoire s'articule autour de la mort de Nikola Tesla et de la rivalité de Nikola Tesla et d'Edison, même par-delà leur mort. Qui était, du coup, peut-être pour définir Tesla et Edison ? Tesla et Edison Edison était un industriel richissime qui faisait travailler tout un tas d'ingénieurs, dont Tesla à une certaine époque, et qui s'appropriaient leurs brevets, puisque aux États-Unis, c'est celui qui paye qui a le brevet, et pas celui qui a inventé la chose. Et donc à un moment, Tesla s'était affranchi de la tutelle d'Edison, et Edison ne l'a pas supporté, et il a attaqué Tesla de 1000 manières différentes. Et il y a eu une grande lutte autour de l'invention, de l'utilisation du courant alternatif ou continu. Tesla défendant le courant alternatif et Edison défendant le courant continu, puisque pour le courant continu, il fallait qu'il y ait des usines
tous les 2 kilomètres. Donc Edison aurait tapissé les États-Unis d'usines pour que tout le monde ait l'électricité. Il aurait eu des millions là-dessus, tandis que l'électricité par le courant alternatif pouvait arriver dans chaque foyer pour une somme très modique. Et Tesla avait une vision qui était complète. Pour schématiser, si vous voulez, si on schématise un peu, Edison pensait que le progrès technique et scientifique devait profiter à la classe à laquelle il appartenait, c'était la classe des gens qui capitalisaient sur le travail des autres. Et Tesla pensait que le progrès scientifique devait profiter à tous. Voilà. Et donc c'est l'histoire de cette lutte au-delà de la mort de chacun de ces. Donc ça, c'est la matière historique de la BD, où alors là, il y a des histoires de machines, de robots. Alors évidemment, on n'est pas des journalistes. Hein, on peut pas. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un bouquin pour révéler cette affaire incroyable. Et finalement, bon, comme on n'est pas des journalistes, vous auriez pu faire appel à un journaliste, non? Pourquoi vous n'avez pas? Oui, mais notre médium, c'est la bande dessinée. Et finalement, on s'est dit, on va en faire un récit de fiction, puisque aussi, on s'est dit que parfois la fiction permet d'expliciter le réel d'une manière. Moi, je suis d'une formation matérialiste et scientifique, et ça m'a amené philosophiquement à retourner aux racines philosophiques de ça, qui sont le stoïcisme et le cynisme ancien des Grecs. Et chez les stoïciens, il y a une notion très, très importante qui est que pour appréhender le réel, pour comprendre des concepts, pour apprendre, il y a la notion des prénotions. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une notion, il faut qu'on ait une prénotion. La prénotion est ce qui va nous permettre de structurer notre perception du réel et d'appréhender les notions. Et la plupart du temps, les prénotions sont des choses sensibles. C'est des choses qui sont de l'ordre du sensible et que les stoïciens pensent qu'il faut ordonner avant de se mettre à penser correctement. Et les œuvres artistiques, littéraires, l'art, permet d'accéder de manière brute et rapide à ces prénotions. Donc on a pensé que pour traiter de ce sujet-là, comme c'était un sujet qui était déjà après 60 ans, les notions de progrès, à qui ça doit profiter, etc. Comme c'était des notions qui étaient après 60 ans galvaudées complètement, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, le progrès consiste à retirer des droits sociaux aux gens, puisque une certaine doxa économique néolibérale issue de la pensée de Milton Friedman se réapproprie le langage pour nommer les choses, pour triturer la pensée et faire en sorte que les choses signifient le contraire de ce qu'elles signifient. Ce que George Orwell avait dénoncé par avance dans 1984. D'ailleurs, George Orwell fait partie aussi de l'histoire. George Orwell fait aussi partie de l'histoire, puisqu'il y a aussi tout un tas de personnages qui sont conviés dans ce récit. Donc l'histoire, en fait, on suit un petit garçon au départ. Je ne sais pas si on peut tout dévoiler. Non, il y a pas. C'est vous peut-être qui le racontez le mieux, mais c'est l'histoire d'un petit garçon. C'est l'histoire d'un gamin qui rencontre Nikola Tesla peu de temps avant sa mort et qui va être choisi par lui pour être l'héritier de ses connaissances et de son savoir. Voilà. Mais entre-temps, et qui va découvrir que derrière Tesla, il y a aussi tout un groupe de personnages qui est engagé dans un projet humaniste caché, et donc on révèle dans ce bouquin. Voilà. Et donc, il y a même vous parliez de découverte tout à l'heure, il y a même des articles du Daily Worker qui sont au début et à la fin du livre. Alors ça, c'est assez croustillant. Ça faisait partie Comment des vous documents. avez découvert tout ça Ça faisait partie des documents, et visiblement un journaliste du New York Daily Worker, qui était un journal communiste de New York des années 30-40, qui a visiblement beaucoup documenté les événements. Et donc les Tesla Papers sont en partie constitués d'articles de T.S. Billing, ce journaliste, qui a disparu après les événements du reste. Qu'on utilise aussi dans la bande dessinée et qui est un de nos personnages. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup un peu comment, à partir de toute cette matière, parce que voilà, cette clé, c'est encore mieux que Fort Boyard, il y a une clé qui ouvre une mallette, une valise avec plein de documents, etc. Comment on fait pour travailler quand on est scénariste, dessinateur? On se met à sa table de travail, vous décidez d'un scénario. Est-ce que le scénariste impose au dessinateur et l'exploite en lui disant tu vas écrire ça Comment ça se passe? C'est clair qu'à partir de ça, il faut organiser, on va dire, le fil conducteur de ce qu'on a envie de dire, de ce que l'histoire doit véhiculer comme message, quoi.
Alors, bon, on discute un petit peu, mais bon, ça fait quand même un paquet de temps qu'on se connaît. Et moi, je sais quelle est la nature profonde de Richard et quelles notions et valeurs il va défendre par le prisme de ses récits. Et d'ailleurs, moi, bon, être dessinateur, c'est une activité qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps personnel, et c'est quelque chose que je ne pourrais pas mettre à disposition d'une idéologie qui serait en complète contradiction avec la mienne, quoi. Donc c'est pour ça aussi que moi j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui soit, on va dire, philosophiquement ou intuitivement assez proche des valeurs que j'ai envie de défendre. Donc c'était quand même indispensable de trouver quelqu'un avec lequel je sois sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et je savais qu'avec Richard, ça serait le cas. Ils sont essentiellement des valeurs positivistes et humanistes. Oui. Et donc, je sais pas, vous avez la même, la même vision du travail, Richard vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? D'autre part, on a aussi commencé notre carrière professionnelle à peu près à la même époque. Ouais. Et donc, on a été en atelier ensemble. Et donc, on a développé des méthodes de travail qui, sans être similaires, avaient le même degré d'exigence. Et comme c'est un récit qui est très, très exigeant narrativement, non pas pour le lecteur, mais pour les auteurs, il fallait qu'on soit, qui exige beaucoup de présence de chacun des auteurs, il fallait qu'on soit sur la même longueur d'onde, sinon ça n'était pas possible. De manière très pragmatique, j'ai écrit le scénario, je parle des idées à Guilhem avant, j'écris le scénario, il reçoit le scénario, avec vous le n'aviez pas en storyboard, tête il l'adapte. Comment ça se construit du coup? Est-ce que vous aviez en tête déjà tout? Là, je sais que c'est le premier tome. Non, jamais. Vous avez déjà les autres tomes en tête ou... Une œuvre, oui, on a des lignes directrices générales, mais je pense qu'une œuvre, c'est comme une personne, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de vivant. À partir du moment où vous essayez de la figer dans une forme préétablie, préécrite, vous avez quelque chose d'artificiel qui va paraître, pour ce qu'elle est, fausse, quoi, et donc et apprêtée, donc sophistiquée, quoi. Richard, dans les grandes lignes, sait ce qu'il va raconter, mais ensuite il se laisse une marge de manœuvre aussi en fonction de ce que moi je vais apporter à ces idées de scénario. C'est-à-dire que s'il trouve qu'il y a un personnage que je maîtrise particulièrement bien, ou s'il y a un personnage qui a plus de charisme que prévu, il veut aussi pouvoir l'utiliser plus, l'utiliser davantage, le mettre davantage en valeur dans les pages à venir. Donc il y a un permanent ping-pong entre ce que lui a dans la tête, ce que moi j'en fais, ce que ça lui donne envie de faire par la suite. Donc voilà, les albums se construisent au fur et à mesure en fonction de ce qu'amènent et l'un et l'autre au récit, quoi. Alors, ce qui est drôle dans la BD, c'est qu'il y a un moment une histoire où on voit que des chercheurs japonais sont en train d'essayer de découvrir une espèce de truc extraordinaire qui va leur faire remporter la guerre. Donc alors on ne comprend pas très bien ce que c'est encore, parce que c'est le premier tome, c'est esquissé, etc. Justement, le thème qui nous réunit ici, c'est le progrès. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de recherche scientifique? Est-ce que le progrès scientifique, du coup, est forcément synonyme derrière de progrès économique? Là, on voit que le progrès scientifique, il va être mis à profit de la guerre, quoi, pour remporter la guerre. Alors, il se trouve que quand je faisais des études de sciences, de physique et d'astrophysique, j'étais passionné par la personnalité de Robert Oppenheimer. J'ai fait un mémoire qui est du coup un petit peu qui était le physicien qui a dirigé le projet de la fabrication de la bombe atomique à Los Alamos. J'étais particulièrement impressionné aussi par le fait que sur le projet de fabrication de la bombe atomique, il y avait à peu près une vingtaine de prix Nobel qui ont travaillé dessus. Et j'avais des discussions avec mon père à l'époque sur le fait qu'en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, il n'y avait pratiquement pas de physiciens de haut niveau, de prix Nobel de physique, qui avaient collaboré avec les nazis. Il y avait énormément de chimistes, par exemple. Et, pour quelle raison? La réflexion est assez simple, c'est que l'alchimie, c'était une science qui était assez vieille, qui datait du 19e siècle, et dans laquelle la bourgeoisie et l'aristocratie s'étaient engagées parce que c'était une science qui permettait de s'instituer. C'est une science institutionnelle, et donc c'était un placement, quoi, comme on mettait un fils de famille dans les sciences, on mettait un fils de famille à l'armée, on en mettait un politicien, on en mettait un dans les affaires, on en mettait un à l'église. C'était la nouvelle manière à la fin du 19e siècle d'en mettre un dans les sciences également, parce que c'était aussi des lieux de pouvoir. Tandis que la science physique est une science jeune. Et il y avait énormément de gens de culture juive qui étaient dans physique, Einstein, Oppenheimer, énormément, parce que c'était une science jeune
et que les gens de culture juive n'avaient pas accès aux autres formes de sciences qui étaient Accaparées perçues comme une plus en prébande par l'aristocratie et la bourgeoisie allemande. Et donc, et puis en plus, ça, c'est une science qui était hautement spéculative à l'époque, et la culture juive porte beaucoup à la spéculation intellectuelle. C'est quelque chose de très important dans la culture juive, la spéculation intellectuelle. Et donc tous ces gens-là sont partis aux États-Unis, ont travaillé sur la bombe atomique. Donc Oppenheimer me passionnait. Et il y avait l'idée quand même que l'articulation de la participation de la science à la course du monde découlait d'une conception qu'on avait du progrès. Et si tous ces scientifiques s'étaient engagés dans la fabrication de la bombe, c'était pas parce que c'était des militaristes forcenés, c'était parce que c'était des gens qui pensaient que c'était soit des forces de progrès social qui allaient utiliser cet outil-là, soit c'était les nazis qui venaient de prendre Paris et qui avaient accès à l'accélérateur Joliot-Curie qui leur permettait de séparer l'uranium et de fabriquer la bombe. Et donc, je me suis passionné pour le personnage d'Oppenheimer, qui était un humaniste et un progressiste, et qui a participé à ce truc-là. Et quand il a fabriqué la bombe, le jour de l'explosion, il a dit « Maintenant, nous sommes tous des salauds ». On voit bien que c'est pas parce qu'il avait une envie guerrière qu'il fabriquait ce genre de truc, qu'il travaillait à la fabrication de ce genre de truc. Et donc, c'était pour arrêter la guerre, pour mettre fin à la guerre. Voilà. Donc il y a une notion dans le monde scientifique de l'époque que le progrès scientifique ne peut pas s'accompagner d'une lecture politique, doit s'accompagner d'une lecture politique et humaniste de la pratique et de l'usage des conséquences du progrès scientifique. Parce que le progrès en soi, ça ne définit qu'un mouvement finalement. Ce n'est pas une valeur en soi, le progrès. Aujourd'hui, on lui accorde une valeur philosophique et humaniste parce qu'au XXe siècle, l'humanisme s'est emparé de cet outil comme un outil de volonté la philosophie marxiste utilisait le progrès comme une idée de transformation du réel pour une amélioration de la vie des gens, quoi. Et donc, du coup, il y avait un jugement moral sur le progrès aussi. Voilà. Ça s'accompagnait de morale. Voilà. Et donc, du coup, ça l'a connoté. Et du coup, les idéologies réactionnaires se sont réapproprié le potentiel positif de la nouvelle valeur progrès pour le plaquer sur des valeurs qui étaient la défense des intérêts de classe du capital, évidemment. Donc, par exemple, aujourd'hui, le progrès, c'est licencier des gens, par exemple. Aujourd'hui, le progrès, c'est avoir le droit, comme le défend, je crois, M. Bruckner, de mettre des pesticides partout parce que c'est meilleur pour la santé, de mettre des pesticides partout parce qu'on produit plus. Donc voilà, donc ça, c'est une idéologie réactionnaire que la droite s'est appropriée. Tout ça traverse un peu le livre, en fait, au final. À travers la lutte entre les deux. Edison et Tesla. Si on pouvait schématiser, si vous voulez, Edison, qui est mort à l'époque de notre récit, et qui se maintient en vie d'une certaine manière, alors que représente, après la chute de la crise de 29, la chute du système capitaliste de 29, une forme de capitalisme zombie qui essaie de survivre à lui-même en empruntant les inventions et les valeurs de celui qu'il considère comme son ennemi, qui est Tesla, qui lui, dans notre récit, meurt à ce moment-là et qui se survit à lui-même uniquement en tant que fantôme de lui-même et qui a besoin de trouver un héritier pour pouvoir perpétrer ses valeurs. Voilà. Si on essaye de schématiser un peu les paraboles philosophiques que représente ce récit. Et donc on a cette forme de progrès incarné par Tesla, qui est un progrès, on va dire, appuyé sur une morale plutôt de gauche, on peut dire, ou... Après, on peut appeler ça de gauche ou de droite si on veut. Moi, je pense plutôt... si on va, pour le bien commun. Je parlais plutôt d'humanisme et d'universalisme face à des intérêts particuliers de classe, tout simplement. C'est pas une question de gauche ou de droite. Il y a en France, par exemple, parce qu'après on peut aussi considérer, par exemple, que l'Église catholique c'est de droite. Or, Marx, par exemple, et Engels au XIXe siècle ont eu un mal fou et essayer de faire comprendre aux Français que le marxisme c'était pas catholique, alors que les marxistes français étaient essentiellement catholiques. Les notions de gauche et de droite viennent de la Révolution française. On se posait la question à la gauche du roi, à la droite du roi, pour défendre tel type d'intérêt ou tel type d'intérêt. Et ça s'est perpétré après avec les Girondins et les Jacobins, etc. On va pas refaire l'histoire, mais... Non, ça va être un peu long. Guilhem, du coup, vous vouliez rebondir peut-être sur ce qu'on disait sur le progrès ?
Ah bon? Non, Non. pas forcément. Vous Non, avez je pense pas que envie tout a été Tout a été là, dit. oui, oui, oui. Mais une fois encore, parce nous, on en a fait une fiction de tout ce matériel réel. Parce que la fiction raconte parfois mieux que, Voilà. qu'un simple article journalistique. Et parce que, avant d'appréhender certaines notions politiques, scientifiques, techniques, il y a besoin de revenir à ces prénotions dont je parlais tout à l'heure, qui étaient chères aux historiciens, et d'être clair sur les prénotions qu'on a. C'est les prénotions, vous les voyez chez les gamins qui n'ont pas encore une culture politique. Il n'y a pas d'enfants racistes. Le racisme, ça s'apprend. Il y a un film extraordinaire d'un réalisateur américain fantastique qui avait fait Shock Corridor aussi, qui s'appelle White Dog et qui est adapté du roman de Romain Gary portant le même nom, où c'est l'histoire d'un chien qui est dressé pour attaquer les Noirs. Et ce qui avait frappé Romain Gary, c'était que on pouvait apprendre un chien à devenir raciste. Et le racisme, c'est pas quelque chose qui est viscéralement, qui existe chez les gens. C'est une culture, ça s'apprend. Beaucoup de gens s'imaginent que le racisme, c'est de la bêtise et que c'est de l'ignorance, les gens ne savent pas. Non, c'est de la culture, le racisme, c'est une culture. Et pourtant, on dit que les enfants sont de droite. Il y a même un livre qui s'appelle on dit Inès de droite, non? Oui, c'est ça. Ils veulent piquer le pain au chocolat du copain. Oui, mais c'est pas vrai du tout. Les enfants partagent spontanément, au contraire. Et donc, je pense qu'il faut revenir avant de discuter des notions, il faut revenir aux prénotions. Voilà, il faut revenir à ce qui nous permet de juger qu'une notion est juste ou pas juste. Voilà. Il y a beaucoup dans le livre des références aux années 30. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu? Alors, au niveau du dessin, comment ça se matérialise? Oui, ça s'est matérialisé par le fait que quand on discutait avec Richard de l'esthétisme général graphique qu'on avait envie de véhiculer dans ce livre, spontanément est ressorti, nous, des auteurs qu'on lisait quand on était gamin, qui nous ont fortement frappés par leur esthétisme visuel. Donc ça peut être pour l'école franco-belge des gens comme Jacobs, qui nous ont fortement impressionnés. Et puis aussi, moi, depuis tout gamin, j'avais cette culture de la bande dessinée franco-belge humoristique. Donc mes maîtres, très longtemps, c'était Franquin, Uderzo, Hergé, Peyo, voilà, toute cette école franco-belge. Mais j'avais aussi une vraie admiration pour des auteurs américains, enfin de comics américains, mais alors plutôt des années 30, 40, pas 30 quand même, des années 40, 50, 60 plutôt. Donc des auteurs comme Milton Caniff, Alex Stott, Will Eisner. Donc c'est des gens c'est un dessin qui m'a frappé depuis tout gamin. Mais c'est pas par ce biais-là que j'ai abordé le dessin, tout simplement parce qu'à mes débuts, je me sentais pas du tout capable de m'inscrire dans ce registre-là. Enfin, je voyais très bien que derrière, il y avait un niveau technique et un niveau un niveau de présence de chacun dans leur travail auquel je ne pouvais prétendre à mes débuts, et je le savais très bien, quoi. Donc, techniquement, j'avais un vrai complexe. Et ce qui fait que là, quand j'ai décidé, donc, suite à beaucoup d'années dans le dessin humoristique, de me réorienter dans une veine plus semi-réaliste, est revenue donc, toute cette influence des dessinateurs américains de cette époque-là. Et donc je pense que le style graphique est un vrai mélange entre mes différentes influences américaines, européennes, des auteurs qui me fascinaient quand j'étais gamin, quoi. Il y a eu la découverte de l'âme de New York aussi. Ah oui, parce que quand j'ai fait... Ouais, New York, moi j'avais une image en tête de New York qui n'était pas du tout celle que j'ai découverte quand on a décidé de s'y rendre, Richard et moi. C'est-à-dire, c'était quoi cette image que vous aviez? Moi, j'avais plutôt l'image des quartiers d'affaires qu'on voit beaucoup dans les films, quoi. C'est-à-dire l'image d'une ville très froide. Oui, voilà, très moderne, très froide, où tout allait vite. L'image qui est beaucoup véhiculée dans les films américains, quoi, ou les séries. Et quand on y allait, non. Alors la première chose qui m'a étonné, c'est déjà les bonnes ondes qu'il y a dans la ville. Enfin, dès qu'on est arrivé, je pense que Richard, c'est pareil. On sent chez soi. Ouais, on est tout de suite. Ouais, il y a des bonnes ondes. Et c'est une vieille ville, c'est une ville qui est vieille, voilà. En ruine. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une ville qui a une âme. Elle est dans son jus. On est encore dans les années 30. Il y a des rues. On se balade dans certaines rues de New York. On est dans les années 30. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on a croisé Tesla plusieurs fois. Oui. Fantôme de Tesla. Ouais. Incroyable. Et on a bénéficié donc
de la connaissance de Alex Alice, chez qui on logeait, et qui, lui, nous a fait visiter effectivement tous les quartiers qui n'avaient pas beaucoup bougé depuis les années 30-40. Et c'est vrai que là, on a l'impression de voyager dans le temps, quoi. Et j'ai été frappé aussi par la vétusté de certains quartiers, quoi. Parce que pour moi, New York, c'était un symbole de modernisme. C'était propre, en fait. Ouais. Et en fait, non. Ah, pas du Il y a tout. des Enfin, nids de ça poules dépend. dans toutes les rues, Ça dépend quel quartier. Les quartiers d'affaires sont très bien, sont très bien entretenus. Mais non, mais même à Wall Street, il y a des petites rues, des machins où on se dit c'est pas possible, quoi. Alors ça, c'est vachement bien dessiné dedans. Enfin, voilà, c'est ce sentiment. Voilà. Il y a un énorme travail de documentation. On a pris plus de 9000 photos pour faire l'album. Voilà, et c'est ce ressenti que moi j'ai eu sur place que j'ai ensuite voulu véhiculer à travers mes dessins, quoi. C'est-à-dire que moi je fais en sorte que la ville paraisse un petit peu. Enfin, on voit bien que la voirie est pas très bien entretenue, qu'il y a un petit peu des trous partout. C'est un personnage de l'album New York. Que les trottoirs ne sont jamais vides. Il y a toujours des poubelles, il y a toujours des trucs. Enfin bon, voilà. Et j'ai voulu, effectivement, je me suis attelé à essayer de rendre au mieux ces impressions que j'ai eues sur place. C'est vrai que du coup, on est embarqué. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez dire aussi encore un petit mot de conclusion avant de passer aux questions de la salle. Merci. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez, on a un quart d'heure ou 10 minutes plus, enfin comme vous voulez, pour poser des questions.